Merci de votre fidélité. Donald Trump qui se réjouit donc d'une formidable victoire. Donald Trump qui promet d'inaugurer un âge d'or pour le pays. C'est ce qu'il vient de déclarer il y a quelques minutes en lui redonnant sa grandeur. Égrénant les États où il a emporté, il assure. Nous allons arriver à 315 votes de grands électeurs, dit-il. Pour en parler, nous sommes avec Sébastien Lévy, notre correspondant à New York, notre correspondant de Radio J. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nuit très longue pour vous, j'imagine. C'est vrai que là aux États-Unis, il est quand même très tard. C'est la nuit, mais ça y est, c'est annoncé apparemment la victoire de Donald Trump. Vous êtes resté éveillé. Alors votre première réaction, vos premières impressions, est-ce que c'était une victoire à laquelle il fallait s'attendre ? Alors la première réaction que j'aurais, c'est que j'ai été moi-même surpris du fait que il est 2h30 du matin ici à New York et voilà, clairement aujourd'hui à ce moment, la victoire de Trump est claire, sans bavure, nette. Elle devrait d'ailleurs être reconnue extrêmement rapidement par Kamala Harris. Donc pour moi, c'est la première surprise. C'est non pas que Trump ait gagné, mais en revanche que ce soit aussi net, aussi rapide. Et effectivement, comme Trump l'a dit, il va sans doute l'emporter avec 315 grands électeurs et avec des victoires assez nettes. Il semble même dans des États comme la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, qu'on pensait beaucoup plus serrés. Donc pour moi, c'est le premier enseignement de cette élection. C'est vraiment la victoire relativement nette et rapide de Donald Trump. Donald Trump qui a effectivement gagné ses principaux États pivots, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie notamment. Comment expliquer justement cette percée de Donald Trump ? Comment vous l'expliquez, vous, Sébastien ? Alors en fait, je vais l'expliquer avec des chiffres qui ont été sortis par les chaînes de télévision. Il y a un chiffre que je voulais vous donner. Alors je l'ai noté, donc je le connais pas par cœur encore. Je vais vous donner un chiffre. C'est le chiffre des hommes latinos, des hommes hispaniques que visiblement Biden avait emporté 59-35 en 2020. Et il semble, d'après les premiers sondages, que ce soit plutôt, Biden l'avait emporté 59-36 et il semble qu'aujourd'hui ce soit pour Trump 53-45. Donc vous avez vraiment un switch absolument énorme. L'autre enseignement, c'est qu'il semble que les voix des jeunes également, vous soyez quasiment à parité entre Trump et Harris, alors que Biden l'avait emporté extrêmement nettement en 2020. Donc ce sont ces deux populations qui ont trop fortement switché vers Donald Trump, et alors qu'il semble que si le vote des femmes effectivement a bénéficié à Harris, il n'y a pas eu la vague de vote féminin qu'on avait anticipé, que les sondeurs avaient anticipé. Donc les votes des femmes n'a pas permis de compenser le grand glissement des hispaniques et des jeunes pour Donald Trump. Mais alors ça, excusez-moi pour les confusions, il est un peu tard. Mais on vous pardonne, tout à fait, vous êtes tout pardonné, Sébastien. Mais c'est intéressant ce que vous dites par rapport au vote des hispaniques. On peut avoir du mal à le comprendre étant donné les récentes déclarations de Donald Trump. On l'avait vu à l'égard des minorités. Il avait fait ces déclarations controversées, qualifiées de fake news, disant que certains mangeaient des chiens et des chats. Comment expliquer justement cette popularité de Donald Trump au sein de la communauté hispanique ? Alors, il faut distinguer ce que Trump a dit. Trump a parlé des immigrés, en l'occurrence haïtiens. Là, on parle d'électeurs hispaniques, mais qui ont évidemment la nationalité américaine et qui se sentent avant tout américains. Certains, d'ailleurs, sont très très en colère contre l'immigration illégale. Pourquoi ? Parce que la majorité d'entre eux est venue légalement dans ce pays et sont très très remontés contre l'immigration illégale. Donc eux ne se sentent pas concernés par les propos de Trump. Ce qui est intéressant, c'est que même quand Trump a des propos très agressifs, par exemple envers les Portoricains, enfin pas lui, mais un humoriste qui ne l'a pas vraiment dénoncé, eux se sentent peu concernés aussi pour une raison simple, c'est que sans doute avant de se définir hispanique, beaucoup se définissent avant tout comme américains. Et pour eux, ce qui compte avant tout, c'est l'immigration. Ils ont un bon souvenir de la présidence Trump. Ils ont été très frappés par l'inflation. Et c'est en ce sens qu'ils se définissent. Ce sont des Américains préoccupés par l'économie. Ils ne veulent pas être catégorisés en tant qu'électeurs hispaniques. Ça va sans doute exiger un examen de conscience de la part des démocrates qui a plutôt tendance à parler aux différentes communautés en tant que communauté. Et c'est peut-être finalement le talent de Trump d'avoir réussi à dépasser cela et de ne pas catégoriser les gens par leur origine. C'est sans doute une leçon à retenir pour les démocrates. C'est vrai, le fait de ne pas essentialiser les populations. Donald Trump qui s'exprime face aux communautés arabes, notamment, on l'a annoncé ce matin avec Eva, Donald Trump qui promet, en tout cas c'est ce que disent des groupes arabes américains, de faire un embargo sur les armes en Israël si Netanyahou ne répondait pas à ces exigences, c'est-à-dire que si Netanyahou n'acceptait pas de mettre fin à la guerre quand Donald Trump le lui demandait, ça c'est aussi une question qui interroge, Sébastien, par rapport au positionnement de Donald Trump sur le Proche-Orient notamment.
Alors, ce qui caractérise Donald Trump, ça n'est pas nécessairement la cohérence idéologique. Il le dit lui-même, c'est un opportuniste, c'est quelqu'un qui a une approche transactionnelle, on en a parlé à cette antenne. Ce qui compte, c'est son intérêt à court terme, c'est ça. Donc, il va clairement, si jamais il décide à un moment donné que c'est dans son intérêt d'arrêter la guerre de Gaza, il est fort possible que la pression qu'il exercera sur Netanyahou n'aura rien à voir avec la pression qu'un Joe Biden exercera que avait exercé sur Netanyahou, pour une raison simple, c'est que Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est brut de décoffrage, et si jamais Netanyahou lui résiste, il n'aura pas les pudeurs d'un Joe Biden. C'est en ce sens que je pense que Netanyahou peut être un petit peu inquiet. Maintenant, je ne mettrai pas trop d'importance dans les derniers propos de Donald Trump dans le Michigan. C'est quelqu'un qui est un opportuniste, qui veut chercher des voix là où elles sont. On ne peut pas véritablement savoir quelle sera sa politique envers Israël, notamment par rapport à Gaza ou au Hezbollah. C'est un opportuniste, c'est ce que vous dites. Alors on l'a appris aussi par ailleurs ce matin, même si on sait que les Juifs en majorité aux États-Unis votent démocrate. Apparemment à New York, il y a eu aussi une percée en faveur de Donald Trump. Est-ce que vous avez des informations là-dessus, Sébastien ? Oui, alors, au niveau national, il y a 2 sondages qui montrent 78% des Juifs ont voté au niveau national pour Kamala Harris, qui est un gros score. Puisqu'on avait parlé, c'est plutôt un étiage de 70%. Si ce score de 78% se confirme, c'est vraiment un très gros score pour les Juifs américains. À New York, il faut relativiser. C'est effectivement 60-40 pour les démocrates, mais une chose très importante, la grande majorité des ultra-orthodoxes, donc des Haredim, votent de façon régulière pour les républicains. Donc, c'est un score finalement relativement classique. D'obtenir 40% des Juifs à New York, ça n'est pas quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, il n'y a pas vraiment eu d'effet lié à la guerre de Gaza. Les Juifs ultra-orthodoxes votent pour les républicains parce qu'ils sont plutôt conservateurs. Donc, il ne faut pas, je pense, non plus trop analyser, trop voir dans ce chiffre quelque chose de particulièrement significatif. Eva Soto pour Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien Lévy. Bonjour Eva. Sébastien, vous l'avez évoqué, Donald Trump, c'est un personnage opportuniste, sans vraiment de colonne vertébrale idéologique. Dans cette perspective-là, par rapport à un Joe Biden qui se disait lui-même président sioniste, qu'est-ce qu'on peut craindre de Donald Trump dans cet inconnu finalement, puisque Donald Trump dit tout et son contraire? Alors, Donald Trump, effectivement, ne se dira jamais sioniste. Je ne suis pas même certain qu'il connaisse véritablement le sens véritablement du mot sioniste, et c'est pas lui faire un jour. Je pense que c'est un terme d'ailleurs qui est beaucoup galvaudé aujourd'hui, alors qu'il était extrêmement clair pour un Joe Biden. Donald Trump, il a des intérêts qui sont clairs. Il a un intérêt politique d'abord, c'est de complaire à sa base évangélique chrétienne. Il a également l'objectif de complaire à une donatrice extrêmement importante qui est Myriam Adelson. C'est la veuve de Shelton Adelson. Myriam Adelson, elle est d'origine israélienne et elle donne, c'est, je crois, sa plus grosse donatrice dans cette campagne. Donc Donald Trump, encore une fois, approche transactionnelle. Si jamais il voit qu'il a intérêt à ménager sa base évangélique, d'un côté, de l'autre, ménager cette donatrice, il continuera dans ce qu'il a fait dans son premier mandat, ce qui était objectivement pro-Israël, pro-droite israélienne, avec le transfert notamment de l'ambassade américaine à Jérusalem, et donc qui était plutôt effectivement une mesure pro-israélienne. Donc, encore une fois, en revanche, et pour moi la seule inquiétude que les Israéliens peuvent avoir, c'est que Donald Trump est aussi extrêmement proche d'un Vladimir Poutine. Il y a un leader politique dont il ne dit jamais de mal, c'est Vladimir Poutine. Donc, on verra en fonction de ce que Vladimir Poutine lui dira, il y a un enjeu. Et aussi, Donald Trump est un isolationniste. Et c'est en ce sens que Donald Trump ne veut pas voir de guerre où les États-Unis sont engagés de façon directe ou indirecte. Donc là-dessus, il peut y avoir une menace effectivement pour Israël. On parle beaucoup aussi, c'est peut-être une conversation d'experts, mais vous allez nous éclairer là-dessus, de la fameuse Heritage Foundation qui aurait fait campagne pour Donald Trump, et ce depuis des années. Alors, si Donald Trump, lui, n'a pas de colonne vertébrale, quelles sont les idées promues par cette fameuse organisation ? Alors, Heritage Foundation, vous avez raison, c'est un think tank extrêmement influent aux États-Unis qui a un rôle notamment très important dans la nomination des juges conservateurs à la Cour suprême. C'est en gros, ce sont eux en fait qui choisissent les juges qui sont ensuite nommés, qui avaient été nommés par Donald Trump. Ils ont un projet de société très 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 conservateur, qui encore une fois, dont Donald Trump a essayé de s'éloigner en disant ça n'est pas mon projet. Encore une fois, il n'a pas de colonne vertébrale. L'inquiétude de beaucoup de milieux progressistes libéraux aux États-Unis, c'est que d'une certaine façon,
Ils utilisent Donald Trump comme un moyen de parvenir à leur fin. C'est un projet conservateur. C'est notamment déclarer illégal dans tout le territoire américain l'avortement. À partir du moment où ça n'est plus protégé par la Cour suprême, c'est complètement possible. On peut imaginer d'autres choses, notamment sur le système électoral, sur le port d'armes, sur le système de santé. Il est possible que vous ayez une privatisation notamment du système de retraite qui aujourd'hui est semi-public, mais qui est plutôt public. Donc vous avez un projet extrêmement conservateur fait par l'Heritage Foundation qui inquiète énormément de gens ici. Donald Trump a assuré qu'il n'était pas engagé par ce projet, mais on verra ce que ça donnera. Là encore, l'absence de colonne vertébrale peut à la fois rassurer et inquiéter énormément de milliers aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci Sébastien Lévy. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je vous dis bonne nuit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Reposez-vous bien. Surtout, on vous veut en forme pour lundi matin, Sébastien. À bientôt, merci. Merci. À la semaine prochaine. Radio J.